Quand le pouvoir abuse et que les voix se taisent, un seul murmure peut allumer une révolution. Envie d'une histoire qui touche le cœur? Laissez un 1 en commentaire si vous êtes partant, abonnez-vous et surtout, ne quittez pas avant la fin. Un secret vous y attend. Dans une petite ville française, blottie au creux de collines usées par le vent, où les pavés des ruelles gardaient l'empreinte des sabots d'autrefois, Louise Moreau avançait, frêle silhouette d'une femme de 76 ans, son manteau élimé flottant comme une voile déchirée. Ses pas, légers, effleuraient le sol, prudents, comme si chaque pierre pouvait trahir un secret. Le soleil, pâle ce jour-là, jetait une lumière timide, à peine assez forte pour réchauffer l'asphalte craquelé. Louise venait de quitter le bureau des pensions, un bâtiment gris aux volets écaillés, où l'odeur de papier humide et d'encre fanée emplissait l'air. Dans son sac de toile, serré contre sa poitrine, six billets de 100 €, froissés mais soigneusement alignés dans une pochette plastique, représentaient un trésor fragile. L'électricité pour un mois, ses cachets contre l'arthrose qui mordait ses doigts, et, si la chance daignait sourire, une baguette croustillante, pas celle ramassée à moitié prix dans les paniers de fin de marché. Louise marchait sans hâte. Elle savait que la précipitation attire les regards. Dans cette ville, les regards n'étaient jamais innocents. Ils pesaient, jugeaient, classaient. Les façades des maisons, avec leurs volets clos, semblaient murmurer des reproches. Les passants, rares à cette heure, glissaient comme des ombres, évitant les yeux des autres. Louise ne leur en voulait pas. Elle connaissait cette danse, ce jeu de l'invisibilité. Elle l'avait appris jeune, quand elle suivait son mari, Paul, dans ces mêmes rues, lui qui portait toujours un sourire pour cacher la peur. Paul, mort il y a 20 ans, après une altercation avec un policier qui l'avait poussé contre un mur pour un simple contrôle d'identité. Pas d'enquête, pas d'excuses, juste un silence, lourd, qui avait enseveli son nom. Ce jour-là, Louise sentait encore Paul dans l'air, dans le froissement des feuilles mortes sous ses semelles usées. Elle s'arrêta un instant près de la fontaine de la place, où l'eau coulait à peine, un filet maigre qui semblait hésiter à exister. Elle ajusta son châle, un vieux tissu au motif fané, cadeau de Paul pour leurs 10 ans de mariage. Ses doigts, noueux, caressèrent le tissu comme pour y chercher une trace de lui. Puis elle reprit sa route, le sac toujours contre elle, son pas léger mais ferme, comme une prière silencieuse. À l'angle de la rue de la mairie, un crissement de pneus déchira l'air. Une voiture de police, blanche et poussiéreuse, freina brutalement, soulevant un nuage de sable qui s'abattit sur Louise comme une gifle sèche. Son châle s'agita, ses yeux piquèrent, mais elle ne bougea pas. Jacques Renaud descendit du véhicule. Grand, les épaules carrées, il portait son uniforme avec une assurance arrogante. Ses cheveux courts, blonds cendrés, brillaient sous le soleil. Ses yeux, froids, scannaient Louise comme on inspecte un objet suspect. Il ne sourit pas, il ne salua pas. Il leva juste la main, un geste sec, un ordre muet. « Où vas-tu, vieille dame ?» Sa voix, basse, portait une menace voilée. Elle résonna dans la rue vide, assez fort pour que les fenêtres frémissent, mais pas assez pour qu'on l'accuse de crier. Louise releva la tête. Ses yeux noirs, encore vifs malgré les années, croisèrent ceux de Renaud. Elle ne flancha pas. « Chez moi, » dit-elle, d'une voix claire, douce, mais tranchante comme une lame fine. Elle refusait de lui offrir la peur qu'il cherchait. Renaud plissa les yeux. « Qu'y a-t-il dans ce sac ?» Il n'attendit pas de réponse. Il s'avança, sa main déjà tendue, comme si le sac de Louise lui appartenait par droit. Elle recula d'un pas par crainte, mais par instinct, un réflexe forgé par des décennies d'esquive, de silence forcé, de regards détournés. Elle savait qu'on ne pouvait fuir un homme comme lui, pas ici, pas quand il portait un revolver à la ceinture et l'arrogance d'un système qui le couvrait. Renaud attrapa le sac, l'ouvrit d'un geste brusque. Ses doigts fouillèrent, rapides, sans respect. Les 6 billets apparurent, nets, presque lumineux, dans leurs pochettes plastiques. Il les saisit, les brandit comme un trophée. « Combien tes dieux... Tant d'argent pour une femme comme toi, dit-il, un rictus aux lèvres. À ton âge,
À quoi ça sert? Du vin bon marché? Des babioles? Les mots claquèrent, acides, cherchant à blesser. Louise resta immobile. Son dos, fragile mais droit, semblait défier le vent. Ses lèvres se serrèrent, retenant une colère ancienne, une malédiction qu'elle jugeait trop précieuse pour cet homme. Ses yeux, fixes, ne sciaient pas. Renaud attendait une larme, un plaidoyer, un signe de faiblesse. Il n'eut rien, juste ce regard, profond, qui semblait voir à travers lui, jusqu'à l'os. Il ricana, un son creux, et glissa les billets dans la poche de son uniforme. « Je garde ça pour vérification », dit-il, ses yeux toujours sur elle, guettant une fissure. « Tu sais, des gens comme toi transportent souvent de l'argent sale. » Louise ne répondit pas. Elle sentait son pouls battre dans ses tempes, mais son visage restait de pierre. Renaud remonta dans sa voiture. Les pneus hurlèrent, la poussière retomba, lente, comme un voile sale. Louise resta là, son sac allégé de 600 €, son cœur alourdi d'une blessure qui saignait sans bruit. Elle serra les doigts, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Une goutte de sang perla, non de douleur, mais parce que sa peau, fine comme du papier, ne pouvait plus contenir tant de silence. Personne ne s'arrêta. Une mère, de l'autre côté de la rue, tira son enfant par la main, pressant le pas. Un jeune homme, casquette baissée, feignit de vérifier son téléphone. Une fenêtre se ferma doucement, un rideau bougea. La ville savait, elle voyait. Mais elle se taisait, fidèle à son vieux pacte avec l'indifférence. Louise ne leur en voulut pas. Elle avait été comme eux, jadis, courant après le temps, évitant les ennuis. Mais aujourd'hui, elle n'avait plus rien à fuir, plus rien à protéger, sauf ce silence qu'elle portait comme un manteau d'honneur. Elle reprit sa marche, plus lente, non par fatigue, mais parce que son sac était plus léger. Chaque pas résonnait, un écho discret sur l'asphalte fissuré. Elle passa devant la librairie Les Pages oubliées, où Claire, une femme d'une quarantaine d'années, rangeait des livres sous une lumière douce. Claire aperçut Louise à travers la vitrine. Elle fronça les sourcils, troublée par la raideur de sa démarche, le vide dans son regard. Elle posa son chiffon, décidée à lui rendre visite plus tard. Louise, elle, ne vit rien. Elle écoutait le sol comme si la terre pouvait lui rendre ce qu'on venait de lui voler. Arrivée chez elle, une maisonnette en pierre cachée derrière des clôtures rongées par la rouille, Louise ôta ses chaussures. Ses pieds, gonflés, laissèrent des marques légères sur le plancher. La lumière, filtrant par un toit de tuiles disjointes, traçait des raies pâles sur une table en bois usé. Une chaise grinça sous son poids. Elle posa son sac, vide désormais, et ouvrit un tiroir près de la cuisinière. Ses doigts, tremblants, en sortirent une enveloppe brune, froissée par le temps. À l'intérieur, pas d'argent, pas de documents. Juste un stylo-plume à la pointe d'argent rayée, son encre bleue à moitié sèche et une feuille de papier vierge, jaunie au bord. Louise s'assit, le dos droit, les poignets frémissants. Ce n'était pas l'âge qui faisait trembler ses mains, mais une émotion qu'elle croyait morte, celle d'un geste irréversible. Elle prit le stylo, le posa sur le papier. L'encre coula, hésitante, formant des lettres soignées, presque calligraphiées. Elle écrivait à son fils, Antoine Dubois. Elle n'avait pas prononcé son nom à voix haute depuis 10 ans. Antoine, un ancien soldat, un homme dont la légende murmurée parlait d'un exploit, il avait sauvé 14 vies lors d'une embuscade, sans armes, par un ordre donné, avec une autorité absolue. Il lui avait dit, un soir, avant de partir pour une mission dont il ne parlait jamais, « Si quelqu'un te fait du mal, ne crie pas, écris-moi. » Elle commença. « Aujourd'hui, ils m'ont pris 600 €. » Sa main s'arrêta. Elle écouta le silence de la maison, troublée seulement par le tic-tac d'une horloge qui retardait d'1 minute chaque semaine. Elle reprit. « Mais ce qu'ils ont pris n'était pas de l'argent. Ils ont pris ce que je suis, comme si je n'avais jamais existé. » Les mots coulaient, lents, comme une rivière qui retrouve son lit après des années de sécheresse. Ils n'ont pas eu besoin de forcer. Ils se sont contentés de me regarder comme si j'étais moins qu'eux, comme si ma vie n'avait pas de poids. Louise écrivit longtemps, chaque phrase une pierre posée sur un caire invisible.
Elle ne demanda rien, ne supplia pas. Elle raconta simplement comme on confie un secret à la nuit. Je sais que tu n'es pas parti par haine, mais parce que tu ne pouvais plus rester sans briser quelque chose en toi. Je t'ai vu grandir, Antoine, et je sais que tu portes encore le poids de ton père, de ce qu'ils lui ont fait. Elle s'arrêta, les yeux humides, non de larmes, mais d'une mémoire trop vive. Paul, arrêté sans raison, poussé contre un mur, mort d'un arrêt cardiaque quelques jours plus tard. Elle n'avait jamais crié. Elle avait appris que les cris s'éteignent, mais que les mots, écrits, restent. Elle plia la lettre, la glissa dans l'enveloppe sans la sceller. Elle la laissa sur la table, comme un testament muet. Puis elle se leva, noua un foulard sur ses cheveux gris et sortit. Le vent, léger, portait l'odeur des tilleuls de la place. Elle marcha, tête haute, comme pour achever un rituel intime, sans témoin, sans cloche. Derrière elle, la maison resta silencieuse, gardant la lettre, ce fragile éclat d'une colère qui, sans le savoir, venait d'allumer une flamme invisible. À des milliers de kilomètres, dans un camp militaire perdu dans un désert où le sable brûlait le jour et gelait la nuit, Antoine Dubois était assis devant un écran noir. Un message codé, urgent, clignota. Il ne demanda pas d'explication. Il n'en avait jamais besoin. Ses doigts, précis, brisèrent 3 pare-feux en moins de 9 secondes. Un fichier apparut, une lettre scannée, écrite d'une main qu'il reconnut instantly. Il lut, sans cligner des yeux, chaque mot gravé dans son esprit comme une carte. La dernière ligne le figea. « Je n'ai pas appelé la police. Je t'ai appelé toi. » Il replia le clavier, éteignit l'écran et sortit sans un bruit. Les couloirs du camp, éclairés par des néons froids, résonnaient du pas pressé des autres. Personne ne le salua. Personne n'osa croiser son regard. Il savait que certains hommes n'apparaissent que lorsque quelque chose de terrible s'est produit ou est sur le point d'arriver. Antoine était de ceux-là. Nommé Ombre 1 dans les dossiers secrets, il avait dirigé des missions où aucun coup de feu n'était tiré, mais où des empires tombaient. Ce jour-là, il ne demanda qu'une chose, quitter son poste. Il montra un badge rouge, scellé pour les urgences personnelles. Personne ne posa de questions. Antoine prit le premier vol, sans destination déclarée. Pendant 12 heures, il resta immobile, statue de bronze, les mains jointes, le regard perdu. Derrière ce calme, un esprit entraîné à lire le sang dans le vent, à identifier des cibles dans l'obscurité, à attendre le moment parfait. Il ne pensait pas à la vengeance. Il pensait à sa mère, à son sac vidé, à son silence qui criait plus fort que 1000 voix. Quand l'avion atterrit, il marcha jusqu'à un vieux garage à la sortie de la ville. Le propriétaire, un ancien camarade de son père, reconnut Antoine à la cicatrice sur son poignet. Sans un mot, il lui tendit les clés d'une camionnette et un bout de papier avec l'adresse de Louise. Antoine démarra, le moteur toussa, puis rugit. La route, bordée de maisons aux toits de tôle, n'avait pas changé. Les panneaux des boutiques, les visages furtifs, tout lui parlait d'une ville qui avait appris à se taire. Il s'arrêta devant la maison de sa mère. La porte était close. Il entra, le plancher craqua sous ses bottes. Sur la table, l'enveloppe l'attendait. Il la prit, l'ouvrit, lut. Chaque mot était une flèche. Il referma l'enveloppe, la glissa dans sa poche. Puis il s'assit, immobile, écoutant le silence de la maison. Dehors, le vent murmurait, portant l'écho d'une ville endormie, mais prête à s'éveiller. Antoine savait une chose. Le silence de sa mère n'était pas une reddition. C'était un appel. Et lui, l'homme qui avait fait plier des armées par un seul mot, allait répondre. Pas avec des cris, pas avec des armes, mais avec une force plus redoutable encore. Un silence qui briserait tout. Antoine Dubois glissa dans la ville comme une ombre, son sac militaire usé sur l'épaule, ses pas lourds mais silencieux sur les pavés humides. La gare, déserte à l'heure où le train de nuit crachait ses derniers voyageurs, sentait le fer rouillé et la pluie ancienne. Une ampoule clignotait au-dessus du quai, jetant une lumière pâle sur son visage marqué, où chaque ride semblait raconter une guerre.
Il ne téléphona à personne, n'envoya aucun message. Ses yeux, habitués à scruter l'obscurité, balayaient les rues vides, les volets clos, les enseignes éteintes. Il marcha jusqu'à la maison de sa mère, une maisonnette en pierre cachée derrière des clôtures rongées par la rouille, où les ombres des tilleuls dansaient sous un lampadaire fatigué. La porte était fermée, la lumière absente. À l'intérieur, sur la table en bois de la cuisine, une odeur de café froid flottait, mêlée à celle du linoléum usé. Il trouva l'enveloppe brune, posée comme un défi. Il l'ouvrit, lut la lettre de Louise. Chaque mot, écrit d'une main tremblante mais soignée, pesait comme une pierre dans son cœur. Ils m'ont pris 600 €, mais ce n'était pas de l'argent. Ils m'ont pris ce que je suis, comme si je n'avais jamais existé. Ses doigts se crispèrent sur le papier, non par colère, mais par une douleur ancienne, celle d'un fils qui avait juré de protéger et qui pourtant avait fui, des années plus tôt, pour échapper à un monde qu'il ne comprenait plus. Antoine ne dormit pas cette nuit-là. Il s'installa dans une chambre louée au-dessus de la pharmacie, un lieu austère, aux murs jaunis par le temps, où le plancher grinçait comme un avertissement discret. Le lit, étroit, sentait la lavande fanée, vestige d'un sachet oublié dans l'oreiller. Il s'assit sur une chaise en bois, son carnet noir ouvert devant lui, un stylo à la main. Il n'écrivit rien, pas encore. Il écouta le silence de la ville, ce silence épais, lourd, qui n'était pas la paix, mais l'écho d'une peur ancienne. Chaque matin, il quittait la chambre avant l'aube, arpentant les rues avec la précision d'un soldat en reconnaissance. Il observait Jacques Renaud, le policier, dont la voiture blanche sillonnait la ville comme un prédateur. Renaud s'arrêtait au marché, devant la boulangerie, près de la fontaine où les vieux s'asseyaient pour reprendre leur souffle. Il fouillait les sacs, posait des questions inutiles, riait trop fort, son uniforme impeccable contrastant avec la brutalité de ses gestes. Antoine notait tout, les heures, les lieux, les noms des victimes. Dans son carnet, il traçait une toile, une carte des injustices, chaque ligne un fil tendu vers un piège qu'il construisait sans bruit. La ville vivait dans une torpeur étrange, un silence qui n'était pas choisi, mais imposé. Les habitants baissaient les yeux devant l'uniforme de Renaud, évitaient de son regard comme on esquive une tempête. Les volets restaient clos, même sous le soleil pâle du matin. Dans les cafés, les conversations s'éteignaient quand sa voiture passait, son moteur grondant comme une menace. Antoine voyait tout cela. Il voyait les épaules voûtées des passants, les mains nerveuses des commerçants, les murmures étouffés des voisins. Il ne jugeait pas. Il comprenait. Il avait vu ce silence ailleurs, dans des villages où les bombes avaient remplacé les mots, où la peur transformait les hommes en fantômes. Mais ici, dans cette petite ville française, ce n'était pas la guerre. C'était pire, une oppression quotidienne, si banale qu'elle semblait inscrite dans l'air, dans les pavés, dans les regards détournés. Un soir, à l'église Saint-Pierre, où les habitants se réunissaient parfois pour des distributions de vêtements ou des messes discrètes, Antoine apparut, silhouette immobile dans l'ombre du porche. Il posa une pile de formulaires sur une table en bois, près d'un cierge dont la flamme vacillait comme un cœur hésitant. Pas de discours, pas d'appel à la foule. Les formulaires, simples, étaient écrits à l'encre noire, dans une écriture claire. Une date, une heure, une description d'un incident, un nom si possible. En bas, une phrase, comme une prière. Vous n'avez pas besoin de prouver qu'on vous a manqué de respect. Il suffit de dire que vous ne vous êtes pas tu. Les gens s'approchèrent, d'abord curieux, puis méfiants. Une vieille femme, Madame Lefebvre, prit un formulaire, ses doigts noueux, frôlant le papier comme si elle craignait de le salir. Elle le reposa, murmura. À quoi bon? Ils jetteront tout. Ils gagnent toujours. Antoine la regarda, ses yeux calmes mais profonds, comme un lac sous la lune. Écrivez, madame, dit-il, sa voix basse, presque un murmure. Pas pour eux, pour vous. Madame Lefebvre ne répondit pas. Elle serra son châle autour de ses épaules, comme pour se protéger d'un froid qui n'était pas dans l'air, et partit, ses pas résonnant sur les dalles de l'église.
Mais ces mots restèrent, flottant dans l'esprit d'Antoine, comme un écho de sa propre mission. Il ne bougea pas, laissant les formulaires sur la table comme des graines semées dans un sol aride. Quelques habitants s'arrêtèrent, prirent un papier, le glissèrent dans leur poche. D'autres passèrent sans s'arrêter, leurs regards fuyants. Antoine ne les força pas. Il savait que le silence, pour se briser, avait besoin de temps. Karim, un étudiant de 20 ans, était là, dans l'ombre de l'église, son téléphone toujours à la main. Il filmait tout, par réflexe, comme si chaque image pouvait capturer une vérité que les mots n'osaient pas dire. Il avait grandi dans cette ville, appris à marcher vite, à baisser les yeux devant les uniformes, à éviter les coins sombres où les contrôles surgissaient sans raison. Mais en voyant Antoine, immobile, silencieux, il sentit une étincelle s'allumer en lui. Il s'approcha, son téléphone rangé, sa voix tremblante d'un mélange de défi et de curiosité. « Vous êtes qui pour faire ça ?» demanda-t-il, ses yeux noirs cherchant une réponse dans ceux d'Antoine. « Personne, » répondit Antoine, sans lever les yeux de son carnet. « Juste quelqu'un qui sait que le silence tue plus que les cris. » Karim resta là, troublé. Il ne filma pas Antoine, pas encore. Mais ses doigts brûlaient d'envie de capturer cet homme, ce fantôme qui semblait porter une guerre invisible dans son regard. Le lendemain, Claire, la libraire des Pages oubliées, frappa à la porte de Louise. Elle apporta un recueil de poèmes de Prévert, un prétexte fragile pour entrer. Louise était assise près de sa fenêtre, tricotant un châle, ses aiguilles cliquetant comme un métronome. La lumière, pâle, dessinait des ombres sur son visage ridé, où chaque ligne semblait raconter une histoire. Claire s'assit, posa le livre sur la table. « Louise, tu vas bien ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais lourde d'inquiétude. Louise ne répondit pas tout de suite. Ses yeux, fixés sur les mailles du châle, semblaient ne voir au-delà, dans un passé qu'elle n'avait jamais partagé. Puis elle parla, sa voix basse, presque un murmure. « Ils m'ont pris 600 €, Claire, pas pour enquêter, pour me rappeler que je ne suis rien. » Claire sentit une colère monter, chaude, dans sa poitrine. Ses joues s'empourprèrent, ses mains se serrèrent. « Qui ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connût la réponse. « Renaud », dit Louise, sans lever les yeux. Claire connaissait Renaud, ses contrôles brutaux, ses plaisanteries cruelles, son rire qui résonnait comme un défi. Elle promit à Louise de parler aux commerçants du marché, de faire du bruit, de ne pas laisser passer. Mais Louise secoua la tête, ses aiguilles s'arrêtant un instant. Pas de bruit de Claire. Pas encore. Claire repartit, le recueil de Prévert oublié sur la table, son esprit bouillonnant d'une rage qu'elle ne savait pas encore comment canaliser. Elle ignorait qu'Antoine était revenu, mais elle sentait, comme un vent qui change de direction, que quelque chose allait arriver. Quelques jours plus tard, une note apparut sous le pare-brise de la voiture de Renaud. Tapée à la machine, sans signature, elle disait « Quelqu'un vous observe, et il n'a pas besoin d'un tribunal. » Renaud la lut, son visage blêmi. Il scruta la rue, les fenêtres, les ombres des ruelles. Rien. Il froissa le papier, le jeta dans une poubelle, mais ses mains tremblaient. Ce soir-là, il fit des rondes inutiles, son regard cherchant un ennemi qu'il ne voyait pas. Il passa devant la librairie de Claire, ralentit, fixa la vitrine. Claire, à l'intérieur, rangeait des livres, mais elle sentit son regard, comme une brûlure. Elle ne bougea pas, continua son travail, mais son cœur battait plus vite. Ce que Renaud ignorait, c'était que Karim, caché derrière un lampadaire, avait filmé un de ses contrôles abusifs au marché. Un vieil homme, un maraîcher aux mains calleuses, avait protesté quand Renaud avait fouillé son sac, renversant des pommes sur le sol. « Contrôle de routine », avait dit Renaud, son sourire acide tranchant l'air. Le vieil homme avait ramassé ses pommes, humilié, sous les regards des passants qui détournaient les yeux. Karim posta la vidéo anonymement sur un forum local. En quelques heures, elle circula, partagée dans les groupes de discussion, visionnée dans les cafés, murmurée dans les cuisines. La ville, si silencieuse d'ordinaire, commençait à parler. Un journaliste de la grande ville voisine, alerté par la vidéo, contacta Karim, demanda des détails, des preuves. Karim hésita, puis envoya un message à Antoine. « On peut gagner ?»
Antoine répondit, 3 mots, secs comme un ordre. On a déjà commencé. Antoine continuait son travail, invisible mais précis. Il rencontra Madame Lefebvre dans un café, à l'heure où le soleil peignait les tables en bois d'une lumière dorée. Elle s'assit, nerveuse, son regard fuyant, ses mains serrant une tasse de thé refroidie. « Il m'a humiliée, il y a 5 ans, dit-elle, sa voix tremblante, presque un souffle. Devant mes petits-enfants, il a vidé mon sac sur le trottoir pour rire. Il a dit que je cachais quelque chose. Mes petits-enfants pleuraient. Antoine écouta, immobile, son carnet fermé sur la table. Il ne prit pas de notes. Il n'en avait pas besoin. Chaque mot de Madame Lefebvre était une balle, et il savait où viser. « Écrivez, dit-il enfin, lui tendant un formulaire. Pas pour lui, pour vos petits-enfants. Madame Lefebvre pleura, discrètement, ses larmes tombant sur le bois usé de la table. Elle prit le formulaire, le glissa dans son sac. Ce soir-là, chez elle, dans une maison silencieuse où les photos de ses petits-enfants ornaient les murs, elle écrivit. Sa main tremblait, mais chaque mot était une victoire. Elle décrivit l'humiliation, le rire de Renaud, les regards des passants qui s'éloignaient. Chaque phrase était un cri silencieux, un pas hors du silence qui l'avait emprisonné. Un souvenir revint à Antoine, vif comme une lame. Une mission, des années plus tôt, dans un village où les bombes pleuvaient comme des larmes. Il avait désobéi à un ordre, risqué sa carrière, pour sauver une famille coincée sous les décombres. Il avait porté une fillette dans ses bras, son visage couvert de cendres, jusqu'à un abri. Ce jour-là, il avait appris que la justice ne venait pas des lois, mais des choix. Ce souvenir le guida, ici, dans cette ville endormie. Il ne cherchait pas la vengeance. Il cherchait à briser un système qui prospérait sur le silence, sur la peur, sur l'oubli. À l'église, les formulaires s'accumulaient jour après jour. Une main hésitante en ajoutait un, puis 2, puis 10. Des récits de contrôles injustes, de mots blessants, de sacs fouillés sans raison. Antoine les ramassait, les rangeait dans une boîte en métal, comme des munitions prêtes à être utilisées. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa présence, calme, imposante, changeait l'air. Les gens commençaient à se regarder, à se parler. Dans les cafés, on murmurait son nom, l'étranger, bien qu'il fût né ici, dans une maison semblable à celle qu'ils habitaient. On racontait qu'il avait été soldat, qu'il avait vu des choses qu'aucun homme ne devrait voir, qu'il avait fait plier des ennemis par un seul regard. Karim ne lâchait pas son téléphone. Il filmait Renaud, encore et encore, capturant chaque geste, chaque mot. Une autre vidéo montra Renaud poussant un adolescent contre un mur, riant quand le garçon trébucha. Postée en ligne, elle attira des centaines de vues, puis des milliers. Les habitants partageaient, commentaient, racontaient leurs propres histoires. Claire, de son côté, parlait aux commerçants. Elle convainquit le boulanger, M. Dupont, de raconter comment Renaud avait confisqué une caisse d'argent sous prétexte d'une vérification. Elle parla à la fleuriste, Madame Rouget, qui avait vu Renaud intimider une vieille cliente jusqu'à ce qu'elle tremble. Lentement, un réseau se formait, fragile mais vivant, comme des racines sous la terre. Dans la maison de Louise, le silence avait changé. Elle tricotait encore, ses aiguilles dansant avec une précision mécanique, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Elle avait vu Antoine, brièvement, quand il était passé. Il n'avait rien dit, juste posé une main sur son épaule, un geste simple, lourd de sens. Louise savait que son fils ne parlait pas beaucoup, mais qu'il agissait. Elle savait qu'il portait en lui la mémoire de son père, Paul, mort après une humiliation semblable, un contrôle qui avait brisé son cœur. Elle ne demandait pas à Antoine ce qu'il faisait. Elle savait qu'il construisait quelque chose, dans l'ombre, avec la patience d'un homme qui avait appris à attendre le bon moment. Les murmures grandissaient dans les ruelles, dans les cafés, dans les cœurs. La ville, longtemps endormie, s'éveillait, portée par un homme qui ne criait pas, mais qui écoutait, écrivait, attendait. Antoine savait que le combat ne faisait que commencer, mais il savait aussi, avec la certitude d'un soldat, que le premier pas, ce murmure fragile, était déjà une victoire. La ville, autrefois enveloppée d'un silence lourd comme une brume d'hiver,
vibrait désormais d'un souffle nouveau, fragile, mais persistant, comme un ruisseau creusant la pierre goutte après goutte. Les formulaires, ces modestes feuilles blanches où les habitants avaient osé graver leurs blessures, s'empilaient dans la boîte en métal d'Antoine Dubois. Chaque témoignage, une fissure dans le mur d'indifférence qui avait si longtemps étouffé la bourgade. À l'église Saint-Pierre, où les cierges brûlaient encore à la mémoire des absents, les gens ne se contentaient plus de prier ou de murmurer des vœux. Ils parlaient, d'abord à voix basse, comme s'ils craignaient de réveiller un monstre endormi, puis plus fort, échangeant des regards qui, pour la première fois, n'étaient plus fuyants. Antoine, silhouette discrète dans l'ombre des ruelles pavées, continuait d'observer, son carnet noir toujours à portée de main, ses notes précises comme les ordres d'un général sur un champ de bataille invisible. Il ne cherchait pas la gloire, ni même la justice au sens des lois écrites. Il voulait que cette ville, où sa mère, Louise Moreau, avait été humiliée, apprenne à respirer sans peur, à marcher sans baisser les yeux, à exister sans se cacher. Un matin, alors que le soleil peignait les toits de tuiles d'une lumière pâle, Jacques Renaud, le policier dont l'uniforme semblait désormais trop grand pour son assurance vacillante, se présenta devant la chambre d'Antoine, au-dessus de la pharmacie. Il ne portait pas son uniforme, mais un costume civil, mal ajusté, ses cheveux blonds en désordre, ses mains vides mais agitées, comme s'il cherchait à attraper un fil qui lui échappait. La rue, silencieuse, semblait retenir son souffle, les volets clos des maisons voisines observant la scène à travers leurs fentes. « Je viens m'excuser », dit Renaud, sa voix hésitante, comme s'il répétait des mots appris dans un miroir, sans y croire vraiment. Antoine, assis à une table encombrée de papiers, ne se leva pas. Il posa son stylo, leva les yeux, son regard calme mais perçant, comme une lame qui ne coupe pas encore, mais qui promet de le faire. « Une excuse ne rend pas ce qui a été pris, » répondit-il, chaque mot pesé, net, sans colère apparente, mais lourd, d'une vérité qu'on ne pouvait ignorer. « Vous ne devez pas réparer pour moi, mais ne plus jamais recommencer. » Renaud resta figé, ses lèvres entr'ouvertes, cherchant une réponse, un geste, un moyen de retrouver l'équilibre qu'il avait perdu. Il sortit de sa poche une photo, tirée d'une caméra d'uniforme, montrant Louise ce jour-là, debout, digne malgré l'humiliation, son sac ouvert, ses billets disparus dans la poche de Renaud. « Je voulais vous la rendre », murmura-t-il, tendant l'image comme une offrande fragile, un rameau d'olivier trempé dans la honte. Antoine ne bougea pas. Il fixa la photo, puis Renaud, un instant seulement, son regard traversant l'homme, comme s'il n'était qu'une ombre. « Je n'ai pas besoin de votre copie, » dit-il, sa voix basse, presque un souffle, mais assez forte pour résonner dans la pièce. « J'ai vu l'original dans les yeux de ma mère. » Renaud baissa la tête, ses joues blêmirent, ses mains retombèrent, inutiles. Il glissa la photo dans sa poche, tourna les talons, son pas lourd résonnant sur le trottoir humide. Il partit, le dos voûté, comme si le poids de son uniforme, même absent, l'écrasait enfin, le réduisant à un homme ordinaire, sans badge, sans pouvoir, sans arrogance. Dans la ville, les changements s'accéléraient, comme une rivière qui déborde après un long hiver, emportant les débris d'une époque révolue. Karim, l'étudiant au téléphone insatiable, projeta son documentaire dans un café bondé, Le temps des mots, où les tables en bois portèrent les marques des vers d'antan, gravés comme des souvenirs d'un temps où l'on parlait peu. L'écran, installé près du comptoir, montrait des visages, des voix, des silences brisés. Madame Lefebvre, la vieille dame aux doigts noueux, parlait pour la première fois à visage découvert, sa voix tremblante mais claire, racontant l'humiliation devant ses petits-enfants, le sac vidé sur le trottoir, le rire de Renaud qui résonnait encore dans ses cauchemars. D'autres suivaient, le maraîcher aux pommes renversées, la fleuriste qui avait vu une cliente trembler, le boulanger dont la caisse avait été vérifiée sans reçu. La salle, d'abord silencieuse, éclata en murmures, puis en applaudissements, timides mais sincères, comme si la ville réapprenait à respirer ensemble. Karim, debout près de l'écran, rougit, son téléphone éteint pour une fois,
ses yeux brillants d'une fierté qu'il n'avait jamais connue. Il chercha Antoine dans la foule, mais ne le trouva pas. Antoine n'était pas là. Il n'avait pas besoin de l'être. Son ombre suffisait. Claire, la libraire des pages oubliées, transforma sa boutique en un refuge, un lieu où les mots, si longtemps tus, trouvaient enfin un écho. Elle organisa des lectures de poésie, où les habitants, d'abord hésitants, osaient partager leurs propres histoires. Un soir, un adolescent, Pierre, lut un poème sur la peur, ses mains tremblant mais sa voix claire, chaque vers comme un défi lancé à l'invisible. Une vieille femme, Madame Garnier, dont personne ne connaissait le nom avant ce jour, raconta une humiliation vieille de 30 ans, ses larmes tombant sur le parquet usé de la librairie. Elle parlait d'un contrôle, d'un policier d'une autre époque, d'un regard qui l'avait réduite à rien. Claire, derrière son comptoir, écoutait, un sourire discret aux lèvres, son cœur battant au rythme de ses voix libérées. Elle pensait à Louise, à son silence digne, à son châle usé, à son tricot qui semblait tisser le temps lui-même. Elle décida d'offrir un recueil de Verlaine à chaque participant, un geste simple, mais lourd de sens, dans une ville qui réapprenait à exister, à se souvenir, à se regarder. Un souvenir traversa Antoine, vif comme une flèche, alors qu'il marchait seul dans une ruelle où les pavés luisaient sous la pluie fine. Il était jeune, à peine adolescent, assis sur le perron de la maison familiale avec son père, Paul. La nuit était chaude, l'air sentait le jasmin qui grimpait sur la clôture. Paul, les mains marquées par des années de travail à l'usine, lui avait dit « Promets-moi de protéger ta mère, quoi qu'il arrive. Les hommes comme nous, Antoine, on ne gagne pas toujours, mais on ne se tait jamais. » Quelques mois plus tard, Paul était mort, arrêté sans raison, poussé contre un mur lors d'un contrôle, son cœur lâchant sous le poids de l'humiliation. Antoine, alors trop jeune pour agir, avait porté cette promesse comme un fardeau, un serment gravé dans son sang. Aujourd'hui, dans cette ville où les mêmes injustices persistaient, il honorait ce serment, non avec des cris, non avec des armes, mais avec une patience qui terrifiait plus que la violence, une patience qui démontait les murs pierre par pierre. À la mairie, une audience fut organisée, sous la pression des plaintes qui s'accumulaient comme des feuilles mortes avant l'orage. Antoine s'y rendit, seul, une sacoche en cuir contenant son dossier de témoignage, soigneusement classé, chaque page un cri silencieux. La salle, froide, sentait la cire et le papier administratif, une odeur qui rappelait les bureaux où l'on enterre les vérités. Les conseillers, alignés derrière une longue table en chêne, échangeaient des regards nerveux, leurs stylos tapotant le bois comme un aveu d'embarras. Madame Berger, adjointe au maire, une femme aux lunettes glissant sur son nez, prit la parole, sa voix hésitante. « Monsieur Dubois, avez-vous des preuves de ces accusations ?» Antoine, debout, posa son dossier sur la table, l'ouvrit avec une lenteur délibérée, en sortit un tableau, des colonnes nettes, des dates, des heures, des noms, des lieux. Chaque ligne corroborait un témoignage, chaque point traçait une carte des abus de Renault, une toile tissée avec la précision d'un stratège. Il lut quelques extraits, sa voix posée, sans emphase, comme s'il récitait une vérité si évidente qu'elle n'avait pas besoin d'être criée. Le 12, à 10 heures, Madame Lefebvre, sac fouillé devant ses petits-enfants. Le 15, à 14 heures, Monsieur Dupont, caisse confisquée sans reçu. Le 18, à 17 heures, une adolescente, intimidée jusqu'aux larmes. La salle se tut, non par crainte, mais par respect pour cet homme dont le silence pesait plus que 1000 discours. Madame Berger feuilleta le dossier, ses doigts tremblants, ses lunettes glissant davantage. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix presque un murmure, comme si elle craignait la réponse. Antoine ne répondit pas tout de suite. Il fixa la fenêtre, où un rayon de soleil perçait les vitres poussiéreuses, dessinant des motifs fragiles sur le sol. « Parce que le silence ne protège que ceux qui oppriment, » dit-il enfin, chaque mot comme une pierre posée sur un cairn, un monument érigé à la mémoire de ceux qui avaient souffert. Il quitta la salle sans attendre de réponse, laissant le dossier derrière lui, comme un testament vivant, un défi lancé à ceux qui pensaient que les mots ne suffisaient pas. Les jours suivants, la ville changea.
comme si un vent nouveau avait balayé les ombres. Une enquête officielle fut ouverte, non par volonté des autorités, mais parce que les murmures des habitants étaient devenus un torrent, impossible à ignorer. Renaud fut suspendu, son badge retiré, son rire éteint. D'autres officiers, éclaboussés par les témoignages, firent face à des sanctions, leurs noms murmurés dans les cafés avec un mélange de méfiance et de soulagement. La mairie, sous pression, annonça des réformes. Des formations pour les agents, des contrôles plus stricts, une ligne ouverte pour les plaintes, un numéro griffonné sur des affiches placardées près de la fontaine. Les habitants, d'abord sceptiques, commencèrent à y croire. Ils parlaient désormais, non pour crier, mais pour exister, pour se rappeler qu'ils étaient plus que des ombres dans les rues. Dans les cafés, on discutait des formulaires, de Karim, de Claire, de cet étranger qui avait tout changé sans lever la voix. On racontait des histoires, des bribes de vérité, des fragments de courage. Monsieur Dupont, le boulanger, parlait de sa caisse rendue, non par la mairie, mais par un collègue de Renaud, gêné, qui avait glissé les billets sous sa porte. Madame Rouget, la fleuriste, partageait l'histoire d'une cliente qui, après des années de silence, avait osé écrire son témoignage. Les enfants, dans la cour de l'école, imitaient Karim, filmant des jeux avec leur téléphone, riant, libres pour la première fois depuis longtemps. La ville, longtemps endormie, s'éveillait, portée par un élan qu'aucun décret n'aurait pu imposer. Antoine, lui, ne resta pas pour voir les fruits de son travail. Un matin, avant que l'aube ne peigne le ciel de rose, il quitta la ville, son sac militaire sur l'épaule, son carnet dans sa poche. Il passa devant la maison de Louise, s'arrêta un instant sur le seuil. Elle était là, près de sa fenêtre, tricotant, son châle usé sur les épaules, ses aiguilles dansant avec une précision mécanique. Elle leva les yeux, croisa son regard, hocha la tête. Pas de mots, pas de larmes, juste un échange, simple, profond, comme une promesse tenue, un serment accompli. Antoine partit, ses pas s'effaçant dans la brume matinale, laissant derrière lui un carnet où il avait écrit, d'une écriture nette. La justice n'est pas un verdict, c'est une façon de regarder l'autre. Louise, ce jour-là, rendit visite à Claire. Elle entra dans Les pages oubliées, un recueil de Verlaine à la main, celui que Claire lui avait offert des semaines plus tôt. La librairie sentait l'encre et le bois, une odeur qui rappelait les souvenirs qu'on ne peut brûler. Louise posa le livre sur le comptoir, un sourire discret sur les lèvres, ses yeux noirs brillant d'une lumière nouvelle. « Continuez à lire pour nous, » dit-elle, sa voix douce mais ferme, comme si elle confiait un trésor. Claire, les larmes aux yeux, hocha la tête, incapable de parler. Elle comprit, sans un mot, que ce livre n'était pas un retour, mais un legs, un fil tendu entre elles, entre la ville d'hier et celle de demain. Un panneau apparut près de la mairie, cloué sur un vieux chêne dont les racines fissuraient le trottoir. La justice ne crie pas, elle s'écoute. Personne ne savait qui l'avait posé. Certains disaient Karim, d'autres Claire. Quelques-uns murmuraient le nom d'Antoine, cet homme dont on parlait comme d'une légende, un soldat sans armes, un étranger né dans ces rues. Mais tous savaient d'où venait son écho. La ville, libérée de son silence, apprenait à parler, à écouter, à se regarder. Et dans ce murmure, dans cette lumière fragile, naissait une vérité simple, presque sacrée. Le silence, quand il est choisi, peut éclairer plus fort que 1000 soleils. L'histoire de Louise Moreau et Antoine Dubois, dans une petite ville française, est une ode à la puissance du silence, à la dignité face à l'injustice et à la force collective. Ancrée dans les valeurs françaises de liberté, justice et solidarité, elle nous invite à méditer sur notre rôle face aux abus et à tirer des leçons pour enrichir notre quotidien dans un esprit de réflexion cher à notre culture. Le silence comme arme. Le silence d'Antoine, loin d'être une faiblesse, déstabilise l'oppresseur. Cette retenue, valorisée en France, nous enseigne qu'un acte réfléchi peut peser plus qu'un cri. Dans la vie, face à un conflit, répondre avec calme peut ouvrir des solutions durables. La dignité, un refus de plier Louise, humiliée par Jacques Renaud,
reste digne, incarnant une valeur française essentielle. Comme Simone Veil ou Jean Moulin, elle résiste par son intégrité. Appliquons cela face au jugement, gardons la tête haute, défendons les autres, avançons malgré les obstacles. La solidarité communautaire. La ville s'éveille grâce à Antoine, Karim et Claire. En France, la solidarité vit dans les cafés, les manifestations, les associations. Cette histoire nous pousse à nous impliquer, aider un voisin, écouter, participer à une cause locale. Chaque geste compte. Le pouvoir des mots. Les formulaires d'Antoine libèrent les voix. En France, pays de Voltaire, écrire et résister. Tenir un journal, dénoncer une injustice ou partager une idée peut transformer nos vies et celles des autres. L'humilité du courage. Antoine agit sans chercher la gloire, comme les résistants anonymes. Ce courage discret nous inspire. Faire le bien sans attendre de récompense, soutenir une cause sans viser les projecteurs. Cette histoire nous rappelle que le silence choisi, la dignité et la solidarité changent le monde. Si elle vous touche, agissez. Likez ce vidéo, partagez-le pour inspirer, abonnez-vous pour d'autres récits et commentez vos réflexions. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde plus juste.